Dans notre équipe, nous cherchons à comprendre quelles sont les sources de l'irrationalité humaine. Or, le cerveau il est capable d'exploits qui sont absolument mirabolants. Néanmoins, en bien d'occasions, nous n'arrivons pas à prendre les bonnes décisions. Particulièrement, dans cette étude, nous essayons de comprendre si une partie au moins de cette irrationalité ne pouvait pas dériver du fait que nous n'arrivons pas à représenter les résultats de nos actions de manière objective, si vous voulez. Pour comprendre ce qu'on entend, on va peut-être faire un exemple qui est pris plutôt de la perception, qui n'est pas notre domaine d'intérêt principal, mais qui a quand même fourni une source d'inspiration très importante pour cette étude, qui est celle de l'étude d'illusion optique, et notamment une illusion optique qui nous inspirait, c'est celle qui s'appelle des cercles de Ebbinghaus, dans lesquels deux cercles de la même taille sont entourés par des cercles de tailles différentes, ce qui affecte remarquablement la perception relative de la taille d'un cercle par rapport à l'autre. En particulier, il y en a un qui semble plus grand juste parce qu'il est entouré par des cercles plus petits et vice-versa pour l'autre. Nous avons essayé de traduire cette intuition ou ces résultats dans le domaine de la prise de décision économique, c'est-à-dire quand nos décisions résultent en fait en quelque sorte de valeurs qui peuvent être bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, etc. Et nous avons plus précisément essayé de comprendre si quand on évalue les résultats de nos actions, est-ce que nous arrivons à représenter ces résultats de manière objective ou bien ces résultats il est aussi affecté par les contextes, c'est-à-dire par d'autres résultats possibles qu'on aurait pu obtenir dans la même situation dans le passé ou immédiatement. Pour faire ce genre d'études, on a besoin qu'il y ait des participants qui viennent faire notre expérience. Donc on va diffuser une annonce pour notre expérience sur Internet, les participants vont répondre et ils vont venir ici au laboratoire pour faire l'expérience. Nous, dans notre étude, pour toucher une population un petit peu plus large, on a utilisé les expériences en ligne. Cette fois-ci, on est passé par une plateforme qui nous met en relation avec des dizaines de milliers de participants qui viennent du monde entier et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de participants, beaucoup plus rapidement parce que c'est presque instantané et les participants font l'expérience depuis chez eux, mais c'est exactement la même chose que s'ils venaient ici. Dans notre expérience, les participants doivent choisir entre des symboles qui sont organisés en paires et chaque symbole peut rapporter beaucoup de points ou peut rapporter un petit peu de points. Dans la première partie de l'expérience, ils doivent, par essai-erreur, essayer de trouver le symbole qui va leur rapporter le plus de points. Et dans la deuxième partie, on a modifié les paires de façon à avoir une estimation de la préférence des participants pour chaque symbole. Donc là, par exemple, le participant doit choisir entre les deux symboles qu'il a, donc il fait son choix, et il voit un nombre s'inscrire. Donc là, par exemple, il n'a pas eu de points, ça veut dire que ça aurait peut-être été plus avantageux de choisir l'autre symbole. Et donc il recommence comme ça. Là, par exemple, il a eu beaucoup de points, donc c'est plutôt pas mal, il saura qu'il pourra essayer de retenter ce symbole la prochaine fois. Et donc, par essai-erreur, le participant peut apprendre à choisir le symbole qui va rapporter le plus de points. I found this paper very, very interesting, and also I think it fits very well into this recent wave of studies in human reinforcement learning that goes a little bit into the direction of saying, well, maybe we don't learn exactly how these standard models assume. And in particular, Sophie and Stefano have done quite a lot of work showing that the context in which we learn about the options actually influences the preferences, our preferences towards these options, and also ultimately our choices. And in this particular study, what they show is that when we give people fixed pairs of options to learn about, they're quite good at it, they do it quite well, but then if in a second phase we start intermixing these options, so we have a first learning phase and then we have what is called a transfer phase, then they're not that good anymore, meaning that they learn very well which option is the best in a specific context, but this knowledge doesn't help them then to generalize to new contexts. And this effect is even stronger when the learning phase is made easier, right, by experimental manipulation. This is a little bit of a paradox if we take the point of view of these standard models. Why? Because these models assume that we learn about absolute values, not relative ones. And the easier is the task, the better I am supposed to learn about these absolute values. Therefore, I should be much, much better at transferring my knowledge afterwards.
But this is not what happens. This is not what they have observed across these different experiments. And I think this is, first of all, very, very interesting again. And second, as I said, it really fits into this idea that yes, humans, as well as other animals, by the way, are really good at learning by feedback. This is really one of the bases of our intelligence, even of how we evolved. However, because we are also constantly bombarded by so much information, then it also makes sense that this process has to be efficient, meaning that if I can learn less, so if I can learn without retaining so much information, then I should do it that way. So in this case, I can learn very well by just learning the relative value without retaining information about the absolute values or the reward distributions. So I'm efficiently retaining information in this case. And because our resources are limited, this actually makes a lot of sense that we do. And there's a lot of work in this direction in Princeton and Harvard by, for example, Yael Neeve or Sam Gershman. Il y a plusieurs résultats qui sont intéressants. Déjà, si on regarde les choix qu'ont fait les participants dans la tâche, on observe qu'on a une différence beaucoup plus petite que celle à laquelle on s'attendait entre les contextes où ils pouvaient gagner beaucoup de points et les contextes où ils pouvaient gagner peu de points. C'est-à-dire qu'ils sont bien meilleurs que ce à quoi on aurait pu s'attendre dans les contextes où il faut gagner peu de points. Et ensuite, dans la deuxième partie de la tâche, et ça c'est un petit peu un de nos résultats principaux, on a remarqué que les participants avaient des préférences irrationnelles, c'est-à-dire qu'ils ont préféré choisir un symbole qui leur rapportait moins de points en moyenne qu'un autre symbole. Et donc ça, c'est un des signes comportementaux des préférences ou des choix irrationnels qu'on peut avoir dans le comportement humain. Et ensuite, quand on regarde les différences des comportements des participants entre les différentes versions de la tâche, on a remarqué que plus la tâche était facile, plus on avait de choix irrationnels dans le comportement des participants. Donc ça, c'est complètement contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire si la tâche est plus facile, c'est plus simple de faire le bon choix ou de choisir le symbole qui rapportait le plus, mais en fait on observe l'inverse. C'est super intéressant parce que c'est justement dû au fait que les symboles étaient organisés en contexte. C'est pour ça qu'on a une meilleure performance dans la première partie et qu'on a aussi de pires performances dans la deuxième partie. La dépendance au contexte, ça fait aussi que plus la tâche est facile, mieux on va apprendre dans la première partie, donc on va avoir des performances encore meilleures, mais c'est aussi pour ça qu'on aura des performances encore pires quand on est dans la deuxième partie de la tâche, et donc plus de choix irrationnels. Alors, la question de pourquoi, c'est toujours une question qui est très difficile à aborder en sciences cognitives, en psychologie, parce que souvent on manque de tous les éléments qui nous permettraient de déterminer la raison pour laquelle un processus marche ou il est implémenté d'une manière plutôt que d'une autre manière. Concernant cette étude et ses effets en particulier, je peux penser essentiellement à deux raisons. Donc une première raison, ça serait que ces processus, le fait qu'on représente les valeurs de façon relative, en réalité c'est une réponse à des contraintes physiques qui sont implicites dans les neurones. Donc nous prenons des décisions avec un cerveau. Un cerveau, c'est une machine qui fait des neurones. Les neurones, ce sont des machines extrêmement complexes. Néanmoins, elles ne sont pas parfaites, elles ne peuvent pas tout faire, et aussi ils ont un coût métabolique. Donc ce qu'il fait le cerveau, c'est essayer d'optimiser la réponse des neurones aux stimuli qui sont présentés. Et les stimuli qui sont présentés ne représentent rien d'autre que les contextes. Donc, une possible source pourrait expliquer ces résultats. Ça pourrait dire que les résultats, que cet effet, en réalité, il ne fait que maximiser l'efficacité de représentation de l'information par le cerveau de façon assez locale. Le problème de cette optimisation locale, qui est bien utile d'un point de vue contextuel, c'est qu'on paye les prix quand on essaie d'extrapoler les options dans des contextes différents, plus larges, dans lesquels les différentes options sont mélangées. Dans ces cas-là, effectivement, on arrive à mettre en quelque sorte à porte-faux le cerveau et lui faire des décisions qui ne sont pas optimales. En continuité de cette ligne de recherche, on essaie de justement maintenant comprendre les côtés, pas les côtés obscurs, mais justement les côtés positifs de ce biais d'apprentissage,
en essayant de voir si par exemple implémenter notre modèle dans des algorithmes classiques d'intelligence artificielle ne peut arriver, dans certaines situations au moins, à augmenter les performances de ces algorithmes. Une autre possibilité qui pourrait expliquer, si vous voulez, en quelque sorte, la rationalité de ces biais d'apprentissage et de représentation qu'on a mis en évidence dans notre étude, c'est de supposer que bien que les sujets peuvent être mis à porte-faux dans notre situation expérimentale relativement artificielle, relativement péculière, globalement, ce type de situation n'arrive pas très souvent dans la nature où le cerveau il a évolué, et donc encore une fois, rentre en jeu l'idée que le cerveau il est optimisé pour résoudre un certain type de problèmes, et donc il a développé des stratégies qui sont optimales pour ces problèmes-là, mais que nous, après, nous avons réussi à recréer dans les laboratoires une situation artificielle qui nous fait comprendre les mécanismes de comment le cerveau il marche, par le biais de pouvoir démontrer dans quelle situation ou comment le cerveau peut se tromper quand la situation n'est pas exactement la situation écologique de développement du cerveau. And what I wanted to say also is that I always appreciate the work from Stefano and his lab because first of all, I find it very thorough. So they didn't just collect data from one experiment, but they collected many experiments and carefully manipulating all these different variables in learning. So also how the feedback is presented, how the contexts are presented, so intermixed or in blocks, etc. And this thoroughness, I think it's really essential to get a good overall picture of how humans really solve the reinforcement learning problem. And also, again, what I really appreciate is that they also confirm these hypotheses and these ideas that they propose with really careful model-based analysis. So they have computational models that can mimic what participants are doing in this task, and they can compare these ideas that indeed participants are learning relative values with other basically competing theories, right? So their work, again, is very thorough, and I think this really will help to bring the field a little bit more forward.